Bonsoir Essar. Bonsoir Tom. Alors Essar, nous arrivons au site numéro 51. Nous sommes le 23 novembre 2018 et la situation est un peu plus, entre guillemets, je dis bien un peu plus calme, du fait des victoires de l'armée syrienne d'abord, hein, puisqu'on en parlera plus tard, mais le sud, une partie du sud qui était encore occupée par les terroristes, en particulier cette zone volcanique hein, qui est coincée entre Souaïda et Al-Tanf, a été complètement libérée. Bon bah Oui, vous nous en parlerez juste après, mais alors oui. comme de coutume, enfin c'est pas Je vraiment une voudrais coutume. parler d'abord, effectivement, mais je voudrais parler un peu de nos amis Mais oui, palestiniens, bah oui. des luttes des Palestiniens à Gaza, parce qu'en fait, très vite, ça a, les marches, je voudrais rappeler quand même que les marches du retour continuent tous les vendredis, que les attaques israéliennes continuent aussi contre la population, contre ces manifestations complètement pacifique, que les Palestiniens de Gaza ont lancé aussi un mouvement parallèle qui est la libération de la mer, en fait, par la mer de Gaza, en Mhm. fait, pour casser le blocus. Et puis, il y a pratiquement toute la semaine, voire 2 fois par semaine, donc des rassemblements, des manifestations, etc., pour briser le blocus. La répression israélienne est très violente. Ils s'attaquent avec les armes vives, en fait, avec les vraies armes et des vraies balles contre la population, ce qui fait qu'il y a il y a des morts et des blessés. Je vous en prie. Rien qu'aujourd'hui, il y avait 26 blessés. Il y a entre-temps aussi, entre deux manifestations, il y avait des violations de domicile, des arrestations d'enfants. Je rappelle que cette semaine, la semaine dernière, il y avait eu la journée de l'enfant, la journée internationale de l'enfant, et que pendant cette journée, nombreux enfants ont été arrêtés à domicile, en fait, de leur domicile, qui ont été envahis par l'armée israélienne et a arrêté les enfants. Donc ça ne surprend jamais l'opinion mondiale qui parle de la journée de l'enfant, etc. Mais toutes ces pratiques israéliennes contre les enfants et contre les adultes et contre les civils se font en toute impunité. Ce qui a fait aussi que les Israéliens ont commencé à bombarder Gaza sous prétexte ce sont les lieux où ils fabriquent comment on appelle Les ça, les roquettes. cerfs-volants Ah, brûlants, les cerfs-volants brûlants, incendiaire, oui. Les etc. cerfs-volants incendiaires. Incendiaires. Voilà. La réponse de la résistance palestinienne a été rapide et très efficace. Il y a eu plus de 400 missiles qui ont été tirés sur les colonies qui sont aux alentours de Gaza. Il y a eu un piège qui a été fait, en fait, un bus qui a été visé aussi avec une cornette, en fait. Et puis, il y a eu cette histoire le piège du drapeau, du drapeau palestinien qui était accroché. C'est un drapeau palestinien qu'ils ont laissé accroché au barbelé autour de Gaza. Et l'armée israélienne, il y avait 6 ou 7 gars de l'armée israélienne qui ont voulu enlever ce drapeau et qui leur a explosé à la figure. Donc ça, c'est un piège aussi qui était très important et qui a vraiment cassé le moral des troupes israéliennes, hein, Vous parlez et qui a quand. montré. Excusez-moi, Essar, quand vous parlez de cornette contre un bus, le terme rappelle un missile anti-char, hein. C'est ça? Oui, oui, c'est ça. C'est un missile Cornet, en fait, oui, qui a été lancé contre un bus qui devait transporter l'armée israélienne.
et bon, bah, qui a été vide, mais ça a été un message en fait, hein, pour montrer que de toute façon ils vont être surpris, et effectivement ils ont été surpris par la force de riposte, je dirais, de la résistance palestinienne. Oui. Alors, deux points positifs très importants, c'est que d'abord, l'ensemble des organisations palestiniennes ont été unies dans ce combat d'un côté. Donc, c'est un peu, je peux dire, dans la fin de la division, mais dans le combat, en fait, tout le monde s'est réuni dans ce combat, et une volonté de continuer à affirmer la volonté de la libération de la Palestine et de la condamnation de l'ensemble des tentatives de normalisation des rapports avec Israël, mais aussi une ferme décision de continuer le combat, ce qui a été encore affirmé aujourd'hui dans cette marche du vendredi qui s'est appelée en fait la résistance nous unit et triomphe. Donc voilà, une volonté réelle de combat de l'ensemble des Palestiniens de Gaza, mais aussi il y a une sorte de réveil des Palestiniens aussi du reste de la Palestine occupée, puisque en fait, en plus, des chars israéliens sont rentrés dans Naplouse et dans le sud de Naplouse. Donc voilà, là-dessus j'arrête, mais je voudrais affirmer tout notre soutien à cette lutte du peuple palestinien, d'ailleurs qui a été aussi renforcée par les luttes du Golan, des Syriens du Golan, qui ont aussi résisté fermement à cette tentative d'israélisation de l'État d'Israël, donc qui a voulu et ils ont distribué des cartes d'identité israéliennes, ils ont voulu organiser des élections locales au Golan qui ont été violemment refusées par la population. Les cartes d'identité israéliennes ont été brûlées collectivement. Il y a eu des grands rassemblements donc dans le Golan où ils ont hissé le drapeau syrien, ils ont affirmé leur appartenance à la Syrie et que de toute façon, tôt ou tard, le Golan sera libéré et retournera à sa mère patrie, la Syrie. Grande victoire en fait des habitants du Golan. Il y a eu aussi donc de l'autre côté du barbelé un rassemblement de Syriens dans la ville de Ain Tine, un grand rassemblement de Syriens de toute en fait qui se sont presque donné la main et se sont soutenus mutuellement aux frontières du Golan. Donc, affirmation, le Golan sera libéré, le Golan est syrien et restera syrien, Israël est complètement dans l'illégalité internationale par rapport à toutes les. Ça a été rappelé par les Nations Unies récemment, ça, hein, en plus. Hein. Absolument. Dans les Nations Unies, il y a eu une majorité d'États qui ont voté pour le retour justement du Golan, pour le fait que le Golan est syrien et restera, et que ces pratiques israéliennes doivent cesser. C'était 151 pays qui ont voté pour, 26 pays qui se sont abstenus, et il y avait juste 2 pays qui ont voté contre, c'était les États-Unis et Israël, bien sûr. Okay, ouais. Donc c'est une victoire très importante au niveau des Nations Unies, oui. Pour le Golan syrien. Donc voilà. Et là-dessus, je voudrais rappeler quand même que notre ami, c'est Sobri el-Maqd, qui a été aussi libéré et incarcéré à nouveau après 27 ans de prison dans les geôles israéliennes, un grand militant du Golan. Sobri el-Maqd, qui est aussi, ils avaient voté
le tribunal israélien avait décidé encore de 14 ans de prison pour avoir montré de manière claire sur la télé syrienne la collaboration d'Israël avec Al-Nosra, avec des photos à l'appui et des images à l'appui. Ce dont il ne se cache pas de toute manière et que les télés israéliennes ont montré. Donc voilà, donc un grand salut à Sobri al-Maqat et à tous ses amis aussi qui sont dans les geôles israéliennes, et on exige la libération de tous les prisonniers palestiniens et syriens et arabes qui sont dans les geôles israéliennes. Alors, et ça, voilà. Si vous me permettez, je vais revenir juste un instant sur Gaza, parce qu'il est dit qu'en réalité, le bombardement israélien était fait pour sauver la mise à une infiltration de soldats israéliens déguisés en civils dans la bande de Gaza. Et apparemment, ils auraient été interceptés, il y aurait eu un officier supérieur israélien qui aurait été tué, et donc là, la fuite de ces soldats en civil, qui certainement étaient en train de préparer une provocation à l'intérieur de Gaza, a été couverte par des bombardements venus d'Israël. Hein. Oui, de toute façon, c'est Israël qui a commencé à bombarder, voilà. Et les Palestiniens ont juste répondu, mais leur réponse a surpris en fait les Israéliens, et c'est la raison pour laquelle, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, ils ont décidé que, de toute façon, on abandonne, que le ministre de la guerre israélien a démissionné, qu'un autre ministre... Alors oui, et ça, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que la réponse donc, palestinienne... C'est une victoire des Palestiniens. Absolument, c'est une victoire. Va peut-être justement provoquer les élections anticipées en Israël, ce qui va changer considérablement la donne, hein, parce que apparemment Netanyahou est dans une situation délicate, et il y a une démission et une exigence qui fait que dans les deux cas, ils veulent des élections anticipées. Bon, voilà, hein, c'est pour... Voilà, de mon point de vue, élections anticipées ou pas, ça ne changera rien par rapport aux Palestiniens. Non, mais aujourd'hui, il est clair que la victoire de la résistance palestinienne est très positive. D'abord parce qu'elle provoque effectivement de mettre fin à la division et aux tergiversations interfactions, inter-organisations d'un côté, de l'autre côté, montrer que seule la lutte peut libérer, seule la lutte du peuple palestinien peut effectivement aller vers la libération de la Palestine, et pas du tout ni Oslo, ni les discussions qui durent depuis 20 ans ou 30 ans, etc. Donc ça, c'est un point qui est très, très important. Pour moi, c'est un palier qui a été franchi, et c'est un saut qualitatif de la résistance palestinienne, mais aussi de la résistance dans tous les autres pays arabes. En fait, malgré toutes les tentatives de normalisation qui ont lieu avec les pays du Golfe et tous les masques qui tombent, de Bahreïn à Dubaï, à Masqat, à Oman et l'Arabie saoudite, ces normalisations des rapports avec Israël, et puis l'hymne israélien du occupant qui est chanté à Bahreïn et qui est aussi chanté à Masqat, Netanyahou qui va à Masqat aussi. En fait, tout ceci, ce sont des objections que les peuples arabes refusent. Et là, tous les masques étant tombés, je pense qu'il va y avoir un changement qualitatif, non seulement dans le mouvement de masse, dans le mouvement populaire palestinien, mais aussi syrien, libanais, irakiens, et même en Arabie saoudite, à Bahreïn, etc. Les peuples n'accepteront pas ce que les dirigeants font. Ça, c'est clair. Oui, c'est clair. Donc, ça, c'est une ère nouvelle, je peux dire, qui s'ouvre réellement. Une petite parenthèse. Oui, un autre côté, je pourrais dire quand même que tout ceci n'est pas loin des victoires syriennes et du triomphe du fait de la résistance de la Syrie
face à tous ces pays qui lui ont mené la guerre depuis maintenant 7 ans et demi, 8 ans, oui, presque 8 ans, c'est que la victoire de la Syrie, elle donne beaucoup de courage à tous les peuples arabes qui sont sous le joug soit du sionisme, soit de gouvernements bidons qui collaborent avec les sionistes. Ça leur donne du courage, du tonus aussi pour aller vers la libération réelle. Donc ça, c'est très important en fait, tout ça. On peut faire une petite parenthèse parce qu'il faut avoir quand même une pensée pour les Yéménites qui subissent une agression eux aussi d'origine saoudienne, hein, avec l'appui hypocrite et fourbe des Français, enfin des forces françaises et des forces américaines, en particulier sur le seul point d'accès humanitaire possible au Yémen qui est le port d'Al-Hodeïda. Alors l'ONU a envoyé un émissaire, mais ça a l'air d'être une farce, une mauvaise farce, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui semble arrêter les combats, et donc la population est malheureusement sous l'épée de Damoclès d'une famine, et puis d'une extension encore plus violente et meurtrière du choléra et des maladies qui sont typiques de cette situation-là, hein. Tout à fait. Et d'ailleurs, quand je parle des pays arabes aussi, je voudrais saluer aussi la lutte du peuple yéménite dans sa résistance et dans ses victoires, parce que en fin de compte, tous ces pays du Golfe qui ont dépêché des armes lourdes, etc., données par les Américains, pléthore d'armes lourdes. Ils n'ont réussi à rien faire. Ils se sont embourbés au Yémen. Et par contre, effectivement, ils créent aussi une très grave crise humanitaire, des millions de personnes qui sont menacées de grosses famines et de maladies. Les Américains continuent à soutenir cette guerre, il faut le dire ouvertement aussi, puisque cette guerre a été commanditée par eux, elle a été commanditée par Obama, qui n'est guère mieux que Trump. Lorsque le roi Abdullah était mort, ils sont partis à 30, restés 10 jours en Arabie Saoudite, et puis le jour de leur départ, cette guerre a été déclenchée contre le Yémen en 2015. Donc c'est quelque chose d'absolument abject, et c'était encore en toute impunité que les Américains agissent par pays interposés. Ici, ce sont les armées de la coalition dirigée par l'Arabie Saoudite, en fait. Donc c'est une guerre ignoble, hein, criminelle, et de destruction et voire d'extermination de population. Et il n'y a absolument aucun prétexte qui est là. Eux, ils prétextent d'une supposée intervention iranienne. Donc, en fait, alors que l'Iran n'intervient absolument pas, c'est le peuple yéménite qui se bat pour sa souveraineté nationale et pour la non-intervention, la non-ingérence de l'Arabie Saoudite dans ses affaires et des autres pays. Alors ça, maintenant, on revient à la Syrie. Absolument. Alors, j'ai deux choses à vous faire part, hein. Enfin, c'est des éléments que vous m'avez transmis. Donc, en résumé, la première chose, c'est que on a une attitude américaine absolument, je dirais, dégueulasse. C'est le mot, hein. Les USA remercient cyniquement les Russes pour avoir assuré la sécurité des convois humanitaires de l'ONU en direction du camp d'Al-Rukban, qui est en fait un camp qui est maintenu en otage par les forces américaines qui sont illégalement présentes en Syrie, hein. Et puis, tout à fait. Et puis, après, je vais vous laisser commenter, bien entendu, ces deux éléments. Le deuxième élément, c'est les propos du chef de l'État russe durant le sommet France-Allemagne-Turquie-Russie qui a été organisé récemment.
Et Poutine affirme que la Syrie est légitime pour libérer la totalité de son territoire, ce qui à mon avis est un message induit à Erdogan. Le président russe continue il appelle à une coopération des nations en faveur du retour des réfugiés syriens dans leur pays. Et Poutine insiste sur le respect de la souveraineté syrienne et la promotion d'une solution politique en Syrie et pas militaire. Voilà. Tout à fait. Alors, ces affirmations, en fait, sont là systématiquement, puisque c'est à chaque fois on affirme effectivement l'unité du territoire syrien, l'unité de sa population, la non-ingérence aussi, et puis la nécessité d'une solution pacifique ou politique. Ce sont les termes quand même de la décision 2254 de l'ONU, du Conseil de sécurité aussi de l'ONU. Et donc, en fait, le chef d'État, la Syrie comme la Russie, rappellent systématiquement ces décisions et ces éléments de décision à différentes reprises, puisqu'il y a les pays agresseurs comme la Turquie et les États-Unis ont l'air d'oublier. Donc, ça, c'est un point important. Le deuxième point important, c'est que cette présence américaine sur le territoire syrien, aussi bien dans la base Al-Tanf qu'à l'est de l'Euphrate, sous prétexte de lutter contre Daesh, n'est à rien d'autre qu'un prétexte, puisque d'abord, ils sont une présence non seulement illégitime, mais c'est une présence qui viole la Charte des Nations Unies, qui est une violation de la souveraineté de la Syrie, qui est un État souverain. Et justement, dans la décision 2254, il est dit et redit que l'État syrien est un État souverain et qui doit être respecté et qu'il n'y a pas lieu d'ingérence dans ses affaires. Ça d'une part. D'autre part, le prétexte de lutter contre Daesh est un prétexte complètement fallacieux, puisque les forces américaines, à chaque fois qu'elles interviennent contre l'armée syrienne et contre la population syrienne. Alors, à ce propos, je voudrais quand même éclairer et mettre en lumière les différentes agressions actuelles de la coalition dirigée par les États-Unis contre la population de Deir ez-Zor, contre la population de Raqqa. Raqqa qui a été complètement détruite, mais sur la tête de ses habitants, où on découvre des charniers collectifs absolument immenses et immondes, où il y a plus de milliers de personnes, et donc récemment, donc des bombardements au phosphore blanc et aux bombes à fragmentation des villes de Hajin, de Jdeida, de différentes villes qui sont à l'est de Deir ez-Zor et au sud de Deir ez-Zor par l'aviation américaine ou l'aviation des pays dirigés, la dite coalition dirigée par les États-Unis, c'est-à-dire les Français et les Britanniques en fait, qui continuent à bombarder donc avec le phosphore blanc, mais en plus le phosphore blanc est interdit de toutes les guerres, il est interdit d'utilisation, et de la même manière que les bombes à fragmentation. Donc ils utilisent, eux, des armes interdites et ils continuent à violer l'espace syrien et à bombarder la population civile. Mais en plus, ils sont là pour sauvegarder et sauver les terroristes de Daesh. Qui ont repris du poil de la bête, qui en plus, non seulement qui fuient. Alors là, je reviendrai sur la libération sur les Touloul Safa, mais quand les Daesh ils sont en train de fuir un endroit parce qu'ils sont traqués par l'armée syrienne, par l'armée arabe syrienne, ils sont repêchés par les États-Unis, amenés au camp de Rukban
et il les recycle, il les renforce, réentraîne et les recycle aussi à nouveau en Syrie ou ailleurs. Point important, c'est cette base Al-Tanf qui est aux frontières de la Syrie, de la Jordanie. Il y a une base américaine. Cette base américaine est tout à fait à côté et collée au camp Al-Rukban. L'armée américaine, là, elle fait la pluie et le beau temps dans ce camp Rukban. Elle interdit et elle crée des difficultés à toutes les aides humanitaires pour entrer au camp Rukban, alors qu'ils sont en train de dire il n'y a pas d'aide humanitaire qui vient, etc. Ils sont en train d'accuser les Russes et les Syriens de ne pas laisser entrer les aides humanitaires et les vivres au camp Rukban. Alors, pour dire la réalité, c'est que les Américains utilisent ce camp Rukban comme vivier pour terroristes. Ils font pression, ils font du recrutement forcé et de cette population, ils les affament et ils font en plus ils vivent dans des conditions absolument infâmes humainement, mais en fait ils font aussi du recrutement forcé, ils les entraînent et ils les envoient comme terroristes aussi en Syrie, donc dans le reste de la Syrie. Donc, il est clair que c'est... D'ailleurs, ce sont des gens, des personnes qui ont été recrutées dans ce camp, qui ont été aussi entraînées à être dans les lieux, dans ce massif basaltique qui s'appelle Touloul Safa, qui est un grand massif volcanique qui est très très escarpé, qui est plein de crevasses, de grottes et des roches tranchantes en fait, hein, qui est très dur à appréhender sur le plan. La seule possibilité, c'est d'y aller à pied. Donc, ce sont les fantassins qui sont allés, donc de l'armée arabe syrienne. Et depuis 3 mois et demi, elle dure cette bataille de Tilal al-Safa parce que justement, il n'y a aucun matériel qui puisse y arriver, ni les chars, ni les véhicules, tout simplement, ni les blindés. Donc voilà, ça a été fait justement par les fantassins et a été totalement libéré, mais juste après aussi la libération des otages qui ont été kidnappés à Souaïda par par les terroristes de Daesh qui ont attaqué les villages du gouvernorat de Souaïda il y a 2 mois. Et qui sont que des femmes et des enfants. Et en fait, l'armée arabe syrienne les a libérés, ce qui a fait que après les avoir libérés, elle a pu et rendu à leur famille. Effectivement, ça a été une très grande victoire de l'armée arabe syrienne et ça a été une opération d'une grande précision, en fait, de les localiser et puis de voir où ils sont et arriver à les libérer en tuant aussi la totalité des terroristes qui les avaient kidnappés et qui les gardaient. Donc après, justement, cette prise d'otage était retardée l'opération de l'armée arabe syrienne dans les Touloul al-Safa, parce qu'on tenait à ce que tous reviennent vivants. Donc, et une fois libérés, l'armée syrienne aussi a été libérée de cette entrave, si on peut dire, et a pu y aller franco donc pour la libération de Touloul Safa. C'est aussi une opération qui est d'une grande précision et d'une grande efficacité et qui, à mon sens, restera aussi dans les annales de la science militaire, hein, parce que ils ont dû encercler
les terroristes, dessécher des plans d'eau pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de points de ravitaillement ni en eau, ni de points où le ravitaillement puisse leur arriver. Et ça a été donc la possibilité, c'est ainsi que la possibilité de les écraser a eu lieu. Donc libération de Touloul Safa. Et c'est là que je disais, les Daesh qui fuyaient Touloul Safa ont été repêchés par les Américains, ont été ramenés à l'est de l'Euphrate pour aller aussi se battre aux côtés de FDS, des forces dites kurdes qui sont soutenues par les États-Unis et qui se battent, qui sont aussi donc de manière très complexe, soit Daesh, ils sont avec eux, parfois ils sont ensemble, parfois ils se battent contre eux, et donc à l'est de l'Euphrate. Dans ces villes à l'est de l'Euphrate, dans les villes et les villages, la population se rebelle contre cette présence, aussi bien des Kurdes qui sévissent contre la population et qui font vraiment qui les obligent, qui leur cassent qui détruisent les églises, qui détruisent les écoles et qui obligent tout le monde à suivre un programme aussi en kurde. Cette population se rebelle contre eux. Ils se font eux-mêmes le programme syrien et ils enseignent dans leurs écoles et appellent vraiment systématiquement l'armée arabe syrienne à les sauver et à rentrer dans leur ville et dans leur secteur pour les sauver des FDS, et pour sauver leurs églises et leurs mosquées. Donc, en fait, la situation est assez bouillonnante à l'est de l'Euphrate et c'est ça qui fait que l'occupant américain balance des bombes de phosphore. Oui. Je voudrais quand même dire que le phosphore s'élève à 1700 degrés. Hein. Oui, oui. Donc, les gens qui ont une petite blessure, ils continuent à brûler à l'intérieur et ils meurent brûlés vifs. Oui, oui. Et c'est une population essentiellement, totalement civile. Oui. Et en fait, ils sont en train de détruire les villes sur la tête des habitants. Alors, bon, voilà, là, ça a été bien sûr dénoncé à l'ONU, ça a été dénoncé par notre ambassadeur Bachar el-Jafari. Et ce qui a été dénoncé aussi, c'est cette hypocrisie des pays même de l'ONU qui ne veut pas voir cette réalité et qui est en train d'attaquer la Syrie sur une hypothétique attaque au chimique que les casques blancs sont en train de fomenter, alors que la Syrie s'est débarrassée complètement de tout son arsenal chimique depuis 2013 qu'elle a accédé au traité de non-prolifération et que la Syrie a signé, qu'elle a respecté l'agenda de destruction de l'ensemble de l'arsenal chimique qu'elle avait et qui a été détruit sur des navires américains en juin 2014 et avec d'ailleurs une attestation et un rapport de la commission de non-prolifération en fait des armes chimiques aussi, la commission qui a veillé à l'agenda de destruction et qui a déclaré que l'agenda a été parfaitement respecté, que l'État syrien a beaucoup coopéré avec la commission pour la destruction de tout son arsenal chimique, 3, que la Syrie est complètement exempte de toute arme chimique et de toute présence d'armes chimiques.
malgré tout, les pays occidentaux continuent à mettre en avant toujours une attaque au chimique, etc., alors que ce sont les terroristes qui manipulent le chimique et que la Syrie a fait état avec des rapports très clairs et très précis sur la manipulation par les terroristes à Idlib de chlore et de gaz sarin, qui ont été d'ailleurs plantés systématiquement tout le long de la ligne de séparation entre les terroristes et l'armée syrienne. Donc ils sont pas revenus en arrière comme c'était prévu dans l'accord de Sochi, où Oui. ils devaient reculer de 15 à 20 kilomètres. Chose n'a pas été faite, mais ils ont planté des caches d'armes chimiques, enfin de chlore et de gaz sarin tout le long de cette ligne de séparation. L'objectif, c'est aussi de simuler avec les casques blancs, encore une fois, une attaque chimique et puis accuser l'État syrien de tout ça. Alors justement, Essar, Oui. pour compléter ce que vous dites, là dernièrement, à plusieurs reprises, les fameux terroristes, ces fameux terroristes d'Idlib, qui se contentent pas, enfin, qui truffent en fait la partie, la zone démilitarisée, qui devrait normalement être démilitarisée de ces armes Ouais, chimiques, tout à fait. fomentent des attaques contre les civils et contre l'armée syrienne, en particulier à Latakia, Hama, et comme le dénonçait d'ailleurs fort justement le jeune humanitaire Pierre Lecorf pour Alep. Hein. C'est-à-dire Oui, tout à qu'ils fait. poussent par des attaques particulièrement perfides, qui poussent l'armée syrienne à réagir. Hein. Oui, et en fait, pas seulement. En fait, il pousse l'armée et de manière à ce qu'il puisse l'accuser. En fait, c'est ça le Oui, problème. c'est ça. Donc c'est complètement fou et ça recommence à chaque fois. De toute façon, on l'a vu à Dera, on l'a vu à la Routa, on l'a vu à Alep, on l'a vu déjà même à Homs lors de la libération de Homs. C'était comme ça. Et actuellement, à Idlib, on l'a vu pour Khan Sheikhoun, alors que c'était quelque chose de... Et ils ont bombardé la Syrie, un bombardement tripartite, hein, Israël, la France et les États-Unis. Donc, alors, c'était la veille de l'arrivée de la commission d'enquête, normalement. Donc, c'est aussi, ils savent que de toute façon, si commission d'enquête il y aura, le résultat sera plutôt contre eux et pas avec eux. Je voudrais aussi parler d'un point important, en fait, qui me paraissait important, c'est que à l'intérieur d'Idlib aussi, ce sont les factions terroristes s'entretuent, mais ça, c'est un point qui est important pour nous, mais par contre, c'est vrai qu'il y a aussi la population civile en pâtit. Ouais. Et bon, la Turquie n'applique pas ce Oui. qu'elle devait appliquer. Oui, Erdogan joue un alors drôle de qu'elle jeu avait là, oui. signé. Oui, Voilà, alors qu'elle avait signé et qu'elle devait appliquer réellement. Ça n'a pas été fait. Il y a eu une prolongation qui a été accordée, la première prolongation. Et là, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a toujours rien de fait. On voit Poutine qui a dit que la Turquie a quelques difficultés à faire appliquer, étant donné que les autres factions relèvent de l'Arabie saoudite, etc. Donc, on va aider la Turquie à faire appliquer les accords de Sochi. À ce propos, il y a une décision de reprendre Astana, donc le 28 et le 29 de ce mois-ci, de novembre. Les réunions d'Astana pour lesquelles il y a eu déjà 9 cycles. Donc là, il y aura le 10e, le 28 et le 29 novembre. L'objectif, c'est aussi affirmer à nouveau, en fait, ils ont tous affirmé la souveraineté de la Syrie,
d'unité de son territoire. Et puis, dans les 9 dernières réunions. Alors, il y a un point sur lequel aussi je voudrais insister et qui est très important, c'est le mouvement de retour des réfugiés. Des milliers de personnes sont revenues du Liban, donc par les 3 voies de passage, El-Jdeide, Zomrani et une 3e voie. Donc qui viennent et qui sont accueillis en Syrie, donc pour revenir chez eux, et ils sont accueillis par des aides humanitaires, par une commission médicale, etc. Et en même temps un bureau particulier pour leurs affaires administratives, parce qu'il y a plein de gens qui sont partis sans papier ou qui ont des naissances qui ont eu lieu au Liban, etc., des enfants qui ne sont pas inscrits, etc. Et il y a eu aussi des réfugiés qui sont revenus de la Jordanie. Et il y a 2 jours, il y avait en Syrie une grande délégation de députés jordaniens qui ont aussi donc rencontré le président, qui ont rencontré plusieurs ministres, etc., qui ont traité de la coopération avec la Syrie. Donc là aussi, et qui ont déploré en fait qu'il y ait les temps passés, je peux dire, et puis qu'aujourd'hui, on va aller vers une coopération économique, etc. Ils ont demandé à ce que le passage d'Antibes soit ouvert plus largement, c'est-à-dire des horaires plus longs, plus importants, et qu'il y ait une fluidité dans les transports et dans les rapports entre les 2 pays par ce passage, et qu'il y ait d'autres passages qui soient ouverts entre la Syrie et la Jordanie, puisque en fait le passage des denrées alimentaires est un tas de produits en fait qui viennent en Jordanie, des produits libanais qui partent en Jordanie, mais aussi la production syrienne qui part en Jordanie et dans les pays du Golfe aussi. Donc en fait, tous ces peuples, si on peut dire, ils sont ravis de la réouverture de ces passages. Je voudrais quand même signaler que lorsque ce passage d'Antibes a été ouvert, ce sont les Jordaniens qui se sont précipités en Syrie pour acheter des vivres, du pain, de la viande, etc. pour leur semaine. Et c'est comme si c'était la Jordanie qui était sous blocus et non pas la Syrie. Donc voilà, c'est dernier point. Et là, on n'a plus qu'1 minute, je crois, c'est ça? 2 petites minutes, oui. 2 petites minutes. Je voudrais dire quand même que la Syrie continue à être, les équipes syriennes continuent à récolter des médailles d'or et puis des prix aussi bien au niveau du cinéma, au niveau de comment dire, ces compétitions en informatique et en calcul mental. Il y a une nageuse syrienne qui a réussi à avoir aussi une médaille d'or. Tout ceci montre quand même que le peuple syrien est déterminé non seulement à reconstruire son pays, mais il redouble d'efforts en fait, parce que le nombre de prix et de médailles qui a été récolté pendant la guerre est absolument important, qui n'a jamais été récolté pendant les temps de paix. Donc c'est un défi de relevé par le peuple syrien qui montre sa détermination. Et sur ce, je vous souhaite donc une excellente soirée. Merci Essar, merci pour le 51e CITREP, c'est du travail, c'est du travail d'observation. Oui. C'est un plaisir partagé de participer à la contre-information pour briser cette espèce de chape de plomb de propagande occidentale qui nous empêche de voir les faits et les réalités qui finissent par transparaître d'une manière ou d'une autre avec le temps.
Il faut se rappeler Oui. qu'en 2011, on nous présentait les terroristes comme étant juste des rebelles non armés, hein, alors qu'ils l'étaient dès le départ, hein, quand même. Des démocrates, hein, Ouais, révolutionnaires. ouais, C'est pire absolument. encore. Enfin, bon, merci bon, et au revoir à tous et à dans 15 jours. Bonne soirée, Sarah. À bientôt. Bonne soirée, Tom. Au revoir. Merci.